Bienvenue sur mon podcast J-West, un podcast dédié aux danses latines et aux sons latinos. Moi c'est Jérémy et dans ce podcast je vais te parler de salsa, de bachata, mais pas que. On abordera des thèmes techniques tels que l'écoute musicale, un concept essentiel pour bien danser en rythme. Et également d'autres thèmes autour de la culture latine tels que le cinéma, l'histoire de la danse et autres. Et pour finir, j'aurai le plaisir d'interviewer des professionnels du monde latino, alors je te souhaite une bonne écoute. West. Bonjour à toi, cher auditeur et chère auditrice. Alors, si tu as écouté mes anciens épisodes, notamment l'épisode numéro 9, tu dois te rappeler que j'étais à Bayonne, sur la côte basque, et je n'ai pas fait que du surf, j'ai également dansé la salsa par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle Team Bayonne, qui organise plein de soirées sur la côte basque, notamment à Bayonne. Et en fait, j'ai participé, donc tu réécouteras l'épisode, j'ai participé à une soirée à la maison des associations qui était en intérieur et également à une soirée en extérieur le long de l'Adour. Donc si tu ne sais pas ce que c'est que l'Adour, je te laisse regarder Google Maps, tu verras que c'est le fleuve qui traverse donc Bayonne. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir justement les fondateurs de Team Bayonne qui sont Claire et Rico, donc, que je vais présenter rapidement. Donc ce sont d'authentiques passionnés de salsa cubaine et de danse cubaine. Ils se sont formés au contact de maestros réputés en Europe et également, évidemment, au cours de voyages réguliers à Cuba. Ils se sont formés en salsa cubaine, donc ce qu'on appelle le casino. Ils se sont formés au son, à la rumba, aux danses populaires et folkloriques cubaines et au reggaeton. Et ça fait plus de 15 ans qu'ils enseignent la salsa et les danses cubaines à Bayonne, donc au sein de l'association de salsa Team Bayonne. Tu auras compris le jeu de mots autour de Team Bayonne. Et donc, ils ont développé leur propre méthode d'apprentissage qui a vraiment porté ses fruits. Et je peux en témoigner puisque j'ai dansé avec beaucoup de danseuses à Bayonne qui avaient vraiment de très, très bonnes bases de salsa cubaine. Donc, on va pouvoir en parler aujourd'hui. Et donc, eh bien, ces deux danseurs, ces deux passionnés, on les retrouve à travers toute la France où ils sont invités régulièrement pour des stages et des festivals. Donc, je me tourne vers mes deux interviewés, Claire et Rico. Donc, bonjour Claire. Salut Jérémy, Comment vas-tu? ça va très bien. Heureux Super. de te retrouver. Bah, également, ça fait plaisir. Là, on était en présentiel, maintenant on est à distance. C'est ça. Salut Rico. Salut Jérémy. Ouais, comment vas-tu? Bien, ça me fait plaisir moi aussi. Bah écoute, plaisir partagé. On va rentrer dans le vif du sujet du coup et je vais vous poser la première question. Donc déjà de vous présenter, parler de votre parcours, de votre passion pour les danses, et les musiques, cubaines et puis comment vous en êtes arrivé à danser et à enseigner. Alors je ne sais pas qui va prendre la parole. Alors, C'est Rico. moi, j'ai découvert la salsa en 2004 et c'est mon ami Lionel qui m'a amené à la salsa à l'occasion d'un divorce. C'est assez OK, d'accord. rigolo. Mon ami Lionel, qui est d'ailleurs maintenant le président de Salsa Team Bayonne et qui lui dansait déjà depuis plusieurs années et qui me parlait souvent de la salsa. Et puis quand il m'a vu avec le moral à zéro, il m'a dit viens, je vais te changer les idées, je vais t'amener à la salsa. Mmh. Et j'ai démarré comme ça, un petit peu comme un pratiquant lambda. Je me suis très vite piqué et j'étais très vite mordu par contre. OK, bah, je peux comprendre. De ton côté, Claire, comment ça a commencé? Moi, ça a commencé un petit peu plus tard, c'était en 2006. Et bon, à l'époque, j'habitais à Paris. Et Ouais, je dansais, à cette époque-là, j'ai dansé les danses de salon, j'étais passionnée de l'indie hop. Et, d'accord. et voilà. Et puis après, je me suis tournée un peu vers la salsa et ben, j'ai déménagé un an après, donc en 2007. Je suis arrivée sur la côte basque et donc j'ai cherché à danser la salsa. Et voilà, et donc, ouais, passionnée parce que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Fred. Et voilà, je vais te laisser peut-être raconter justement la suite. Mais quand Claire est arrivée, on venait de créer l'association Salsa Team Bayonne. Ouais. Voilà, elle a été élève. Et puis ensuite, elle est devenue professeure parce qu'elle s'est formée beaucoup. C'est pas juste la copine du prof. Voilà. D'accord. Alors finalement, la salsa cubaine, c'est arrivé quand sur la côte basque? La salsa cubaine, elle apparaît sur la côte basque, un petit peu comme partout en France, au début des années 2000. Il y a eu ce boom qui était lié au film Buena Vista Social Club,
qui a fait connaître la musique cubaine un peu partout en France, paradoxalement, c'était du son, hein. C'est vrai, Mais les gens se sont mis à la salsa, mais le son, c'est la mère de la salsa, donc ça tombe bien. Euh, exactement. donc, dès le début des années 2000, il y a de la salsa sur la côte basque. Moi, j'arrive en 2004. Mais comme partout en France, le grand décollage en termes de nombre de pratiquants, de nombre d'événements, de soirées, de cours aussi, c'est plutôt vers la fin des années 2000. Donc vous avez donc, alors créé Team Bayonne et donc vous enseignez. Alors est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que vous enseignez, dans cette école? Et bien, en fait, on enseigne la salsa cubaine, bien évidemment, mais aussi toutes les danses cubaines, puisque comme on s'est formé à Cuba, justement, on allait régulièrement tous les ans, en fait, hein, à Cuba pour justement se former, pas seulement pour partir en vacances. Et moi, je me souviens, mon premier voyage à Cuba, même, on me disait ralentis, ralentis, tu vas tomber malade, parce que j'étais tellement comme une dingue là-bas que je voulais prendre, j'avais soif d'apprendre. Et voilà, et donc aujourd'hui, on enseigne le reggaeton, on enseigne la rumba, on enseigne l'afro-cubain, le son. Voilà, c'est vraiment très complet, mais c'est pour ça que j'adore en fait cette danse. Mais j'adore cette danse parce qu'il y a vraiment la culture derrière. Et en fait, c'est ça qui me plaît et c'est ça que j'aime transmettre en fait aujourd'hui et d'expliquer pourquoi on le fait en fait. Et alors finalement, toutes ces danses, vous les avez vraiment apprises là-bas? Vous êtes vraiment formés toutes ces danses reggaeton, afro-cubain, vous êtes vraiment, formés là-bas? Formé ici, formé là-bas, formé aussi avec des cours particuliers qu'on a pu prendre avec des profs qu'on faisait venir. Mmh. On a approfondi là-bas dans le sens où nous, ce qui est important pour nous, c'était aller à la racine. Ouais. Voilà. C'est vraiment important pour nous de retracer et de transmettre le casino, les danses cubaines telles qu'elles se dansent à Cuba. Voilà. Donc, du coup, on allait chercher la vérité, elle est où? Elle est dans le pays d'origine, hein, toujours, Tout à fait. quelle que soit la danse. Donc, la vérité du casino des danses cubaines, eh ben, elle est à Cuba. Donc, nous, on allait chercher à Cuba à la fois la compétence pour enseigner et à la fois aussi l'authenticité, la réalité sans déformation, tel que c'est dans la matrice. D'accord. Et est-ce que vous avez des anecdotes d'ailleurs amusantes à nous raconter? Peut-être que c'est vrai que quand vous avez appris ici et puis que vous êtes arrivé là-bas à Cuba, j'imagine que vous avez dû voir une vous avez dû voir une certaine différence. Peut-être que vous avez des anecdotes, amusantes à nous raconter? Oui, moi j'en ai une parce que c'est quelque OK, chose qui m'a beaucoup marquée et d'accord. c'était notamment à ce premier voyage à Cuba, alors je ne me rappelle plus en quelle année c'était. Bon, bref, c'était vraiment, voilà, pour moi une grande découverte et Fred, lui, comme c'était pas son premier voyage, m'avait dit: «Bon écoute, je sais» parce que moi je voulais apprendre à bouger comme une cubaine OK, et donc il me dit: «Attends, moi je connais une prof super» et donc là, en fait, il me laisse devant la casa de cette, prof, Jacqueline, elle s'appelle et il me laisse devant la casa. Il me dit: «Oh, je te laisse pour ton cours». Et me voilà donc là, en fait, elle donnait des cours aussi à des jeunes. Et en fait, comme à Cuba, tout est ouvert, je me retrouve avec plein de jeunes et des gars qui étaient assis sur le muret. Et comme tout est ouvert, donc il y avait les fenêtres bien ouvertes. Et là, en fait, il y avait un grand miroir en plein milieu du salon qui m'attendait bien sagement. Et ma prof me dit, bon écoute, je vais te mettre la musique et puis tu vas danser et devant le miroir et on voit ce que ça donne. Et alors là, oh là là, j'imagine. je te laisse imaginer un petit peu. Donc moi j'ai essayé de bouger, de voilà, et je vois tout le monde mort de rire. Bon là, je te dis que l'humilité, je sais pas que je l'ai aujourd'hui. Ouais, je peux comprendre, ouais, je peux Aujourd'hui, comprendre. c'est vrai que sur le coup, j'étais pas fière, mais j'aime parler de ça parce que ça me fait bien rire et puis en plus, c'est comme ça que ça se passe en fait à Cuba et c'était pas des rires, moqueurs quoi, voilà, c'était vraiment, gentil quoi, enfin, c'est Oui, c'est des gentils, ouais. D'accord. la culture n'est pas la même quoi, voilà, là-bas. D'ailleurs, on n'appréhende pas du tout la danse et la musique, j'imagine, de la même façon que les Cubains? Non, pas du tout. Et moi, c'est pour ça que, pour moi, en tout cas, bon, pour Fred aussi, hein, mais c'est important de transmettre ça et surtout pour les femmes, en fait, parce que ce que j'aime expliquer, c'est la façon qu'elles ont de vivre les Cubaines. On a beaucoup aussi à apprendre de ce peuple, je trouve. Et pour la femme notamment, parce que je trouve que la femme est un peu malmenée. Et en tout cas, pour la confiance en soi, d'aller là-bas et de voir comment la Cubaine aussi se comporte, c'est une belle leçon, je trouve.
Alors, ça serait intéressant peut-être de nous expliquer un peu d'ailleurs pour les auditeurs, un peu les différences entre ces différents styles de danse, parce que c'est vrai qu'on parle du casino, la rueda de casino, vous avez parlé de l'afro-cubain. Alors c'est vrai que je ne sais pas d'ailleurs moi-même, je l'avoue, qu'est-ce qu'on appelle l'afro-cubain, le reggaeton, le son? Peut-être expliquer un petit peu, ces différences en termes de musique et de danse? Ok. Alors, alors déjà, le casino, c'est important. Il y a les mots et il y a qu'est-ce qu'on met derrière les mots. C'est-à-dire que nous, quand on fait la pub de nos cours, on ne met pas casino parce que si on met casino, les gens ils vont croire que c'est des machines à sous pour gagner de l'argent. C'est vrai, On peut pas mettre ça. c'est Donc, vrai. on met salsa cubaine. Par contre, si tu assistes à notre premier cours de salsa à la rentrée pour les débutants en septembre, dès le premier cours, on explique que cette danse, en fait, à Cuba, on l'appelle le casino. Et pour nous, ça a du sens parce qu'en fait, ça dit aussi qu'on veut transmettre cette danse telle qu'elle est dans son authenticité. Attention, authenticité ne veut pas dire vieillerie, ne veut pas dire modernité. C'est pas du tout contradictoire. On peut être authentique et moderne. Je t'expliquerai après si tu veux. Mmh. Mais du coup, déjà, le terme casino, quand tu dis aujourd'hui, tu dis je danse la salsa cubaine. Bon, mais t'as qu'à aller sur YouTube, tu verras, tu tapes salsa cubaine, il va te sortir tout et n'importe quoi. Par contre, casino, ça veut dire bien qu'il y a le style cubain par rapport à une structure de la danse, par rapport à la manière dont on ressent la musique, par rapport à la manière dont on restitue cette danse. Voilà, il y a quelque chose qui correspond à la réalité. Et nous, je vais te dire, ma meilleure récompense en tant que prof, c'est que pour la première fois en 2019, on a amené un groupe de 31 team mayonnais, on les appelle comme ça, nos élèves, les team mayonnais. OK. Euh, on les a amenés à Cuba en voyage organisé avec notre ami Carlos Rafael de Paris, qui a été notre poisson pilote avec François. Et ma plus grande récompense de prof, c'était de voir les Cubains et qui tapaient dans le dos de nos élèves et qui leur faisaient comme ça avec le pouce en disant c'est ça mon gars, tu y es. Et les Cubaines qui venaient chercher nos élèves pour danser et les Cubains qui venaient chercher les filles de notre groupe pour danser. Et là, on se disait, bon, ben voilà, on y est. Donc ça, c'est le casino. Après, les autres danses cubaines, il y a toute une famille de danses qui sont issues des danses populaires. Et là, tu vas retrouver le son, qui est l'ancêtre direct de la salsa. Mmh. On parle de la danse, hein, mais on parle aussi de la musique. Le son est l'ancêtre direct de toutes les salsas du monde, que ce soit musicalement ou au niveau de la danse. Même ce qu'on appelle la salsa New York, LA, Porto, on appelle ça en France, en Espagne, en ligne. Même cette salsa-là, elle est issue du son aussi. C'est aussi l'interprétation qu'ont eu les Américains à l'époque du son cubain. Et eux, ils l'ont transformé comme ça, au niveau de la salsa qu'on appelle, nous, portoricaine. Donc, le son, c'est primordial. Donc, nous, ça fait partie de notre ADN d'enseigner le son à Team Bayonne depuis toujours, hein. Donc, dans les danses populaires, on retrouve aussi le cha-cha-cha, qui a eu un grand succès à une époque dans le monde entier. On retrouve le mambo, on retrouve le danson, qui est une danse traditionnelle nationale cubaine, bon, mais qui est un peu datée maintenant, on va pas se mentir. C'est Euh, vrai. et puis, il y a toute une autre famille de danses qui sont plus d'origine afro-cubaine. Donc, il y a la rumba. On peut faire trois grandes familles. Il y a la famille de la rumba. La rumba est un style profane, c'est-à-dire qu'il n'est pas relié à une religion. Donc, on connaît tous le guanco, mais il y a aussi le yambou, il y a aussi la columbia que les garçons ou même les filles maintenant dansent tout seuls sous forme de défi. Donc, la rumba est un style percussion-voix et puis une énergie qui est très dans la terre. Et puis ensuite, il y a une catégorie de danse qu'on peut appeler les danses de carnaval. On y trouve la conga, le pilon, le mozambique. Et tout ça, c'est des danses qu'on appelle festives de carnaval. Et la famille afro-cubaine. Dans la famille afro-cubaine, on va retrouver des danses qui sont d'origine religieuse. Donc, essentiellement, c'est les danses des orichas. Donc, ça vient de la culture yoruba. On appelle ça la santeria, c'est le culte des saints à Cuba. Voilà. Et ce sont des danses qui sont reliées à des divinités. On connaît les noms Yemaya, Ochun, Chango, Ogun, etc. Et on peut se servir de ça aussi pour l'incorporer dans sa salsa, toujours pareil avec beaucoup de subtilité. Voilà.
Ça, Ok. c'est le panel des danses cubaines, mais Cuba fait danser la planète entière depuis 100 ans, donc c'est tellement riche les danses cubaines et la musique. Est-ce que vous arrivez, alors parce que là tu m'as cité énormément évidemment de musique et de danse, est-ce que vous arrivez à enseigner toutes les danses dans votre école ou il y en a peut-être que vous n'arrivez pas parce que ici ça serait compliqué, peut-être que on n'a pas les musiques qu'il faut? On en survole certaines parce que forcément, elles passent pas en soirée. Le dancehall, on peut faire une petite initiation, un petit stage. Mais on va l'évoquer sous forme de stage ou, par exemple, en cours, en mettant un pas dans la salsa. Par exemple, le pilon. Bon, mais on met juste le pas de base du pilon dans la salsa. Voilà, des cours de pilon. Mais ça nous paraît important d'aborder toutes ces danses parce que la richesse du casino, c'est qu'il s'est nourri de cette influence de tout ce qu'il y a eu avant et de tout ce qu'il y a eu autour. Une danse et une musique, ça vient jamais hors sol. C'est toujours nourri de tout ce que ça voit, entend, respire. Est-ce qu'on a une date de naissance du casino, de la danse casino? Ça commence juste avant la révolution cubaine. Donc la révolution cubaine, c'est 1958. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Ça commence, c'est identifié autour de 1956 et ça apparaît dans un endroit de la Havane qui s'appelle Casino Deportivo. D'accord. Les casinos deportivos, c'est pas du tout des endroits où on joue des sous comme en France. C'est l'équivalent des centres récréatifs. À l'époque, là-bas, c'était des endroits culturels où il y avait des activités. Voilà. Un peu, tu sais, comme tu as les centres culturels espagnols, tout ça dans les villes. C'est un peu ce thème-là où les MJC, les MVC, les maisons de la vie citoyenne, ces choses-là. Voilà. Et c'était un endroit où il y avait des activités, ça s'appelait Casino Deportivo de La Havane. Un groupe de jeunes aimait le cha-cha-cha, faisait des ruedas sur le cha-cha-cha, parce que les ruedas ne sont pas apparus avec le casino, elles existaient déjà. Et même dans le danson, il y a des danses en ronde, de la contredanse française. Tu sais, les danses comme le menuet, tout ça, c'était en ronde déjà, avec un bâtonnier. Souviens-toi, il y a un bâtonnier qui annonce les figures, l'équivalent du chanteur qui chante la rueda. Donc, on peut dire qu'il y a une influence française dans les danses cubaines, c'est cette structure en rond de la rueda avec un gars qui annonce, un gars ou une fille d'ailleurs, qui annonce des figures. Et du coup, spontanément, cette danse, le casino, surgit à la fin des années 50. Ces jeunes-là aimaient aussi le rock. C'est pour ça qu'on trouve des influences du rock dans certaines figures du casino. Hein. Et puis, après la Révolution, ça se développe. Fin des années 50, et puis toute une phase de développement qui a duré peut-être les 20 années qu'on suivi, et puis explosion à partir des années 90 sur le globe. Et alors c'est amusant parce que tu parles du coup des années 50 pour la naissance du casino, mais c'est vrai que nous on danse le casino plutôt sur de la timba qui est arrivée plus tard. Donc finalement, ils dansaient sur quelle musique, le casino à l'époque? Alors, il faut bien se dire que les premiers danseurs de casino étaient danseurs de son. D'accord. Donc, ils dansaient sur du son. Le son se danse à contre-temps, Mmh. comme tu sais. Il y a un changement musical dans les années 70 avec un style qui devient très à la mode qui s'appelle la guaracha. Mmh. La guaracha, si tu veux un exemple, c'est ce que chante Celia Cruz. Ouais. Style musical qu'elle portait, la guaracha. Et du coup, les danseurs changent parce que la guaracha sur le contretemps, c'est pas fluide. Du coup, ils le passent sur le temps, ce que nous on appelle le temps. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et du coup, le casino suit l'évolution de la musique en fait. C'est une danse qui est hyper adaptative parce qu'en fait, elle n'a pas été inventée par des profs de danse. Elle a été inventée par des gens de la rue. Et les gens de la rue, ils se prennent pas la tête et ils s'adaptent. C'est pour ça que le casino qui était dansé au début n'a pas grand-chose à voir avec le casino qui est dansé aujourd'hui. Quelles sont justement les grandes différences avec le casino que tu as pu voir à Cuba, ou en tout cas celui qui existait dans les années 50 et finalement celui qu'on pratique en France ou dans d'autres pays en Europe? Le casino des débuts, il ressemble beaucoup au son. Sauf qu'il a cette structure où on est en train de circuler, au sens littéral du terme, dans un cercle circulé. Et ça vient de la rueda. Donc, on peut dire que la rueda est pas une anecdote du casino. La rueda est constitutif de la géographie du casino, c'est-à-dire de sa structure. Donc, les premiers casineros dansaient un genre de son, mais le son, tu n'es pas en train de tourner, tu es sur une ligne. En salsa portoricaine, ils ont gardé cette ligne.
Donc, ils étaient avec des figures simples comme son, des déplacements, quelque chose d'assez épuré. Puis, ensuite, la musique s'accélère. Dans les années 70, 80, il y a l'influence du rock qui amène des figures. Clairement, hein, le setenta, ça vient du rock. D'accord. Ça Ok. existe le rock avant. C'est facile parce que si tu prends les danses qui ont précédé le casino, c'est-à-dire les danses cubaines, cha-cha-cha, son, il n'y a pas de setenta. Et d'un coup, dans le casino, le setenta arrive. Mais dans le rock, il y avait du setenta. Donc, c'est pas difficile. Un peu. On a beaucoup exploré aussi toute cette histoire parce que c'est important de pouvoir le transmettre. Et du coup, les figures arrivent. Puis vient le mouvement de la timba, qui est aussi une volonté de moderniser la musique cubaine de la part des musiciens cubains, de l'africaniser, en y remettant des racines africaines, de la rumba. Donc là, on retrouvera des choses qui vont se rajouter, à savoir de la gestuelle rumba, des attitudes et des jeux de pieds, des jeux de bras. Voilà. Et en fait, le casino a toujours suivi la musique sur laquelle on dansait. Et la timba, finalement, est arrivée à quel moment, en quelle année à peu près? Alors la timba, on la date, je pense pas me tromper, en 1988 avec Enere la Banda, qui, comme par hasard, dans ses deux précédents orchestres, c'était Los Van Van et Irakere, qui sont identifiés comme les deux parents de la timba, à savoir comme les deux entités qui ont, qui ont modernisé le son cubain pour lui amener une structure différente qui est la timba. Chacun dans sa direction, Los Van Van par l'invention de rythme songo, par l'électrification de certains instruments. Irakere, c'était différent, c'était un orchestre de latin jazz. Donc eux, c'était en mettant du jazz et en mettant des instruments afro-cubains et des rythmes afro-cubains. C'est là qu'on remet la clave de rumba, etc., etc. Plus l'influence des danses à la mode de l'époque, le funk, le hip-hop, ben, tout ça, ça fait la timba. Et alors, tu parlais, oui, des noms des passes. Donc, tu disais, par exemple, le setenta est arrivé par le rock. Est-ce qu'il y a d'autres noms de passes, par exemple, qu'on connaît ici en France, qui peut-être sont arrivés plus tard et qui n'existaient pas à l'époque? Je sais pas, je pense au dilekeno, dilekesi. Est-ce que ça, ce sont des inventions? Le dilekeno, au début, il ressemble plus à une ouverture de son. Et paradoxalement, il ressemble plus à ce que les danseurs de Porto appellent le cross-body lead, c'est ça? C'est ça, tout à fait, oui, c'est Je ne ça. sais pas du tout la Porto, mais j'essaie d'être un peu au courant. Non, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est vraiment l'équivalent. Le premier dilekeno de son, c'est le cross-body, c'est la même chose. Et quand il y a cette ouverture, ça vient avec la rueda. Tu vois, cette ouverture avec la fille à droite de l'épaule, là, c'est la rueda qui crée ça. C'est dans ce sens-là que je te dis aussi que c'est la rueda qui a constitué la structure du casino, parce que pourquoi aussi on s'est mis à avancer en cercle dans une figure? Parce que dans une rueda, il faut terminer au centre et faire une révolution complète pour terminer le dilekeno vers le milieu de la rueda. Et après, ces jeunes gens, sans se rendre compte, hein, parce qu'ils n'étaient pas menés par des dogmes ou des idées derrière la tête, hein, sans se rendre compte, ils sortaient des ruedas, ils dansaient en couple avec leurs copines, tout ça, et ils continuaient à reproduire cette structure de déplacement, et ça donnait le casino, qui petit à petit s'est éloigné du son, même s'il reste toujours l'influence du son, bien sûr. Donc après, les figures, elles arrivent au fur et à mesure. Au début, elles sont assez simples. Ce qui se passe avec la timba, c'est qu'elle amène une énergie dans la musique qui fait que dans la danse, on pouvait plus se contenter de ce qu'on avait déjà, à savoir uniquement quelques petites figures et quelques petits déplacements. Donc, pour dynamiser, les danseurs, ils vont commencer à rajouter des mouvements corporels qui vont avec des passages de la timba, la bomba. La bomba, c'est un passage de la chanson qui appelle à mueve la cintura. Donc, ils vont commencer à bouger leur corps. Ils vont commencer à mettre des jeux de pieds pour mettre du dynamisme. Ils vont commencer à incorporer d'autres danses cubaines dans leur casino. La rumba, un pas d'afro-cubain, parce que les chansons, elles parlent aussi des fois de l'afro-cubain. Et puis au niveau des passes, ça va devenir plus dynamique, avec des jeux de bras, comme tu as pu voir dans nos cours, des choses qui sont un peu plus punchy. Donc en fait, cette évolution, elle a suivi la musique, et c'est l'énergie de la musique qui a nourri l'énergie de la danse et qui a construit son évolution.
Et alors comment c'est arrivé, finalement en France, en Europe, enfin la rueda des casinos, parce que ça vient quand même des années 50 et finalement c'est arrivé en France, si je dis pas de bêtises, peut-être dans les années 90, j'imagine? Ouais, même fin des années 90, parce que ce qui s'est passé quand Cuba, souviens-toi l'histoire, elle est soutenue par l'URSS, le mur s'effondre, donc Cuba était beaucoup alimenté financièrement par le bloc soviétique, et d'un coup, ils se retrouvent avec des difficultés économiques. Donc, il faut faire deux choses pour eux. Pour une partie de la population, partir, émigrer. Bon, et ça, tu en as beaucoup qui ont commencé à migrer dans le monde entier. La communauté cubaine, elle est présente partout, hein. Et aussi attirer des touristes sur l'île pour avoir des devises. Donc, il y a eu un double croisement entre les Cubains qui sont sortis vivre ailleurs dans le monde et les touristes qui sont entrés à Cuba faire du tourisme et découvrir. Ces deux facteurs qui ont lancé l'essor de la salsa cubaine. Et est-ce que la rueda des casinos se danse toujours à Cuba ou est-ce que c'est passé de mode et finalement c'est peut-être nous qui continuons? Non, les Cubains dansent toujours la rueda. Il y a toujours des ruedas de quartier dans les quartiers. Les gosses font toujours des ruedas au fait de l'école. Tu as toujours la rueda des anciens, la rueda du quartier. Alors, tu m'as parlé tout à l'heure des noms. Les noms, c'est pas codifié. À Cuba, il faut savoir que ils vont faire une rueda. Ils vont faire exprès de donner des noms pour que le gars du quartier voisin, s'il vient, il soit perdu. D'accord. Ça c'est pas mal, ouais. C'est quelque chose qui est un peu grégaire dans la rueda. C'est Ouais, un truc communautaire, la rueda. chacun sa rueda. Chacun sa rueda, donc ils vont donner des noms et en fait, d'un endroit sur l'autre, le nom change. Après, à force de l'habitude, il s'est créé quelques figures qui sont partout les mêmes. On va dire sombrero, setenta, mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Enchufla, oui, enchufla doblé, mais même d'un pays sur l'autre, ça peut varier. C'est ce que j'allais te dire et j'ai beaucoup voyagé. C'est vrai que j'ai fait pas mal de ruedas dans différents pays et c'est incroyable parce que tu retrouves effectivement, on va dire, un peu une liste de passes standard un peu partout et tu en as, tu as des différences. Voilà, c'est pas très grave parce que du coup, tu t'adaptes, sachant que la rueda, c'est fait pour passer un bon moment et tu es attentif et du coup, tu comprends vite où on veut en venir. Tout à fait. J'allais venir du coup au niveau de vos cours, est-ce qu'on peut parler du coup d'écoute musicale? Je crois que c'est quelque chose que vous enseignez, qui est en plus important, qui est un sujet important à mes yeux. Ah ben, pour nous, c'est un sujet plus qu'important, c'est un sujet essentiel. Tu peux pas danser si tu sais pas écouter la musique. Tu peux pas danser si tu sais pas identifier et capter la musique. Puis ensuite, plus loin, si tu ne sais pas ressentir la musique pour pouvoir passer un jour à ce qui est interprétation. Donc en fait, on construit dès le premier jour de cours et jusqu'au dernier du cycle un parcours, un chemin. Et ce parcours, il commence par l'écoute musicale et puis ensuite, il s'en va sur la musicalité. Voilà, c'est essentiel. Par contre, pas à pas, parce que notre culture à nous, Européens, n'est pas forcément n'est pas du tout la même que ceux des Cubains, par exemple, en termes de musique. Nous, on a une culture de mélodie et eux, ils ont une culture de rythme. Donc tout ça, on l'amène dans nos cours, mais progressivement. Tu parles d'écoute musicale et de musicalité. Alors je sais qu'il y a des discussions, beaucoup sur internet à ce niveau-là. Alors est-ce qu'il y a une différence entre ces 2 termes ou est-ce que c'est similaire? Pour moi, c'est pas le même niveau de captation et de compréhension. Mais la frontière entre les deux, bien sûr qu'elle est mince. À quel moment c'est de l'écoute musicale, à quel moment c'est devenu de la musicalité. Dans l'écoute musicale, il y a savoir identifier les instruments, les rythmes. Il y a savoir danser en rythme, se positionner sur à la fois la mélodie, mais aussi surtout la rythmique et la percussion. Surtout, c'est ça qu'on apprend nous à nos élèves. Très vite, on bascule sur quelque chose qui est du ressenti, à savoir, il y a des termes qui existent qu'à Cuba, qui parle de danser avec la percussion. Il y a un terme qui s'appelle tener bomba. OK. C'est pas la bomba de tout à l'heure quand on bougeait mauvais thé, hein. C'est danser avec de la bomba. La bomba, c'est quand ça tape à l'intérieur de toi. Il y a un autre terme qui n'a pas de traduction qui s'appelle la manana. La manana ou bailar OK. manana. La manana, c'est que tu sens la percu qui te tape à l'intérieur du corps. Donc là, est-ce qu'on est dans l'écoute musicale ou est-ce qu'on est dans la musicalité? On est en train de franchir le pas.
parce que la musicalité, c'est déjà la notion d'interpréter. Je suis un danseur, je suis une danseuse, et la musique, je ne danse pas sur la musique, je danse avec la musique. Voilà. Et il y a une notion d'interprétation dans le sens que mon corps restitue ce que je suis en train d'entendre. C'est pour ça que c'est important pour nous d'apprendre en fait tout ça à nos élèves et de voir l'écoute musicale, la musicalité, parce qu'en fait c'est important pour nous aussi que les gens aillent danser et s'éclater en fait en soirée. Et avec ce ressenti-là, vraiment qui tape à l'intérieur de soi et pas seulement réciter juste une passe qu'ils auront appris au cours ou un pas, voilà, on s'est lâché, on a appris le pas par cœur et on ressort ça. Ça vient vraiment au-delà de tout ça. Au niveau des instruments d'ailleurs, est-ce que vous apprenez à vos élèves à écouter tous les instruments ou certains instruments qui vous semblent plus importants que d'autres? Parce qu'il y a quand même pas mal d'instruments, on va dire, surtout en salsa. Oui, il y a beaucoup d'instruments en salsa. Non, non, nous, on voit vraiment tous les instruments. Après, ben justement, récemment, on a organisé un stage avec des musiciens pour que aussi les élèves puissent avoir en live, parce que ça, c'est vraiment important. Ça, c'est super, hein. La musique enregistrée, c'est vrai que c'est pas pareil et ça tape pas pareil. Et en fait, on travaille sur tous les instruments, mais comme la mélodie pour des personnes de notre culture européenne, hein, que ce soit française ou européenne globalement, ça parle facilement la mélodie. Donc on insiste plus sur la rythmique et donc la percussion. Effectivement que les cuivres, n'importe quelle personne qui écoute une salsa, les cuivres, ça va lui parler tout de suite. On n'a pas besoin d'expliquer ça. Voilà. Donc c'est plutôt la rythmique et la percussion sur lequel on va insister parce qu'ils ont besoin de faire ce chemin-là, qui est ce chemin où un Cubain, quand il entend une salsa, il va taper la clave. Voilà, parce qu'en fait, lui, il a grandi dans la culture de la rythmique, du rythme. Il faut savoir que quand même à Cuba, les enfants en fait apprennent la clavé, tandis que les enfants en France apprennent à jouer de la flûte. Donc C'est pas la même chose, c'est sûr, on est d'accord. c'est vraiment différent. Et c'est là aussi où c'est important aussi de savoir, parce que souvent on nous dit ah oui non mais en fait il faut avoir dans le sang. Ben non, parce qu'en fait forcément si tu as appris quelque chose ben, dès ton plus jeune âge, voire dans le ventre de ta mère, si même ta mère est française et qu'elle apprend à danser la salsa en France et voilà, ben l'enfant en fait tu vois c'est pas parce qu'il est né à Cuba que Au niveau de vos cours, alors c'est vrai qu'effectivement, je confirme, pour avoir, c'est ce que je disais en début d'émission, pour avoir dansé avec, pas mal de danseuses, dans vos soirées, à Bayonne, j'ai trouvé que les gens, alors, avaient vraiment une très bonne écoute musicale. J'ai été impressionné, hein, je dois le dire. C'est-à-dire que tout le monde dansait vraiment bien en rythme. Je me suis dit: «Les profs doivent être bons, hein», parce que vous voyez, il y a personne qui dansait pas en rythme. C'était vraiment tout le monde était en rythme, j'étais impressionné. Ce qui m'a impressionné aussi, ça va être la question qui va venir, c'est la variété au niveau des jeux de jambes. Je trouvais que les danseuses avec qui j'ai dansé avec beaucoup de jeux de jambes. Effectivement, j'ai compris parce que vous m'avez invité à du coup à un de vos cours, donc j'ai pu voir, ce que vous enseignez. Alors justement, comment vous avez structuré d'ailleurs vos cours? Depuis le début, on a toujours voulu garder des cours qui durent 1h30. Et ça, dans le monde de la salsa, c'est pas courant des cours d'1h30. Donc nous, on fait des cours d'1h30, ce qui nous permet de construire notre cours par petites séquences et de pouvoir tout aborder parce que le projet pédagogique, c'est de donner la chance aux gens qui viennent apprendre avec nous de devenir des danseuses et des danseurs complets. Et donc, ça nous laisse 1h30 le temps de faire un peu de musicalité, des jeux de pied, travailler le style, faire un enchaînement, finir par de la rouelle, comme tu as pu voir. Et du coup, c'est aussi le format du cours qui nous permet de proposer ça. Et bien sûr, le travail que nous, on a fait de formation là-dessus. Donc, c'est important pour nous aussi qu'ils aient une danse complète. Voilà. On ne forme pas des réciteurs de figures. C'est pas notre philosophie. C'est une très bonne remarque, ça. C'est quelque chose qui aussi me touche parce que c'est vrai que c'est souvent ce qu'on peut voir malheureusement, mais ça, c'est vrai, c'est peut-être un problème peut-être d'enseignement. Un prof, c'est pas un marchand de figures. Un prof, c'est quelqu'un qui va te donner tout pour que tu y arrives à l'autonomie. Attention, hein, pas à répéter des choses apprises par cœur, des chorégraphies, des trucs comme ça. Non, non. Que tu arrives à construire quelque chose qui va te rendre autonome et, si possible, avec tous les éléments qui constituent. D'où les jeux de pied, d'où le travail corporel, d'où on apprend à bouger, d'où, à un moment donné, on parle de la rumba,
le son vient sur le tapis, et puis on en remet une couche avec la clave derrière, et voilà. Et d'ailleurs, est-ce que vous, vous proposez du coup à vos élèves, quand ils savent donc quand ils ont pris leur cours de salsa, est-ce que vous les incitez à aller prendre des cours du coup d'autres danses? Ah mais oui, complètement, parce que c'est comme ça qu'ils auront aussi, eux, une danse riche. Même si, bon, nos cours durent 1 heure et demie, donc on arrive de temps en temps à saupoudrer un petit peu, mais c'est pas 1 heure que de cette danse-là. Donc oui, en effet, on les incite à faire ça. Bon, en général, c'est les gens dans les cours les plus avancés qui viennent. Notamment, bon, le son, parce que c'est vrai que le son, comme ça se danse à contretemps, bon, en général, voilà, on demande aussi à ce que les élèves soient bien dans le temps, hein. Une fois que tu es bien à l'aise avec tes pieds, après tu peux passer au son. Ce qui n'est pas forcément la même chose pour la rumba ou l'afro-cubain, où là, tout le monde peut venir, mais effectivement, c'est vraiment important. On a chaque année, alors on organise des stages parce que régulièrement le vendredi soir on propose des stages à thème. Alors on a eu fait plus ou moins, mais le vendredi soir ou le samedi, des stages à thème, son, rumba, afro-cubain. Et puis on a en général toujours un cours complémentaire. Donc l'année qui vient de se finir, on a fait un cours de rumba afro à l'année, où une semaine on faisait rumba et la semaine après on faisait afro-cubain. Et l'année qui va démarrer, on va proposer un cours de style fusion. Ça veut dire qu'on va se donner le droit. Fusion, en fait, c'est ce qui te permet de mettre tout ce que tu veux dedans. D'accord. Donc, du coup, on va se donner le droit d'utiliser toutes les danses cubaines pour faire progresser les élèves sur leur style. Ce cours-là, fusion, c'est que si tu veux, parfois, il y a souvent en fait des croyances. En fait, tu te dis oh bah tiens, ils proposent un cours d'afro-cubain, oh peut-être que je vais pas aimer. Et puis finalement, ils viennent pas s'inscrire. Alors que peut-être, eh ben, si tu as essayé, peut-être que tu vas aimer. Et là, en fait, c'est vraiment l'idée d'avoir tout ce panel là, toute cette richesse, et de leur faire découvrir tout ça. Et peut-être que du coup, il y en a qui vont se prendre pour passion d'une de ces danses. Donc, Surtout qu'on peut est-ce qu'on peut on peut utiliser finalement des pas d'autres passes, enfin d'autres danses, cubaines dans la salsa? On peut mixer en fait, bien sûr, à condition d'être dans la musicalité, je veux dire, parce que par exemple, si tu fais un pas de rumba sur une musique qui est plutôt calme et voilà, qui est plutôt à tendance fun, on va dire, là, ça va un peu nous choquer. Et pareil, si tu fais de l'afro-cubain sur, je sais pas moi, une tranquille de Adalberto Alvarez, il y a pas de rapport. Donc c'est ça aussi, nous, on est là aussi pour guider les et dire bon ben il y a des moments pour faire ça comme le reggaeton, c'est pareil, tu fais pas du reggaeton sur une partie de violon. Et essayer de transmettre la subtilité parce que il y a quand même, avec les festivals, je vois une forme de dérive où il y a du trop. En fait, les gens, ils prennent des cours d'afro et ils veulent après optimiser leur cours, et du coup, ils vont mettre de l'afro partout. Et les profs eux-mêmes veulent vendre leurs cours, donc ils vont passer plus de temps avec la fille lâchée en face qu'un couple. Et du coup, on a perdu le fil, c'est plus dans la danse de couple. Le, ah oui. le casino reste une danse de couple. Et on peut incorporer les danses cubaines et dans leur modernité aussi, hein, l'afro-cubain, le reggaeton, la rumba, tout un tas de choses, mais tant que ça reste dans la subtilité. Sinon, on tombe dans une forme de caricature et on perd le fil de ce que c'était une danse de couple, où en fait on danse en couple. Ouais, c'est pas simple de garder vraiment l'origine de la danse parce que c'est vrai qu'après les danses évoluent et comme tu dis, il y a des, comme on peut dire, des dérives et là, c'est effectivement, c'est du fait d'avoir certains cours de danse, peut-être qu'ils mettent plus en avant des cours peut-être plus solo, on va dire. Oui, C'est tout à fait. peut-être dû au Covid, je sais pas, peut-être que le Covid a aussi un peu enfin, un peu fait monter les danses solo? Il y a un effet de mode qui vient par les festivals qui du coup proposent des cours en solo, et puis les gens commencent à s'imaginer qu'en fait la danse c'est ça. Le problème, Jérémy, c'est que tu vas à Cuba, personne danse comme ça. Donc, donc la réalité d'une danse, elle est où? Dans le pays d'origine toujours. Voilà. Donc le problème, il est quand tu commences à t'éloigner. Je suis pour l'évolution, mais l'évolution ne doit pas casser l'authenticité du truc. Tu peux évoluer. Dieu sait que le casino, et aujourd'hui, quand tu danses casino con timba, on ne danse pas la timba, on danse le casino con timba, c'est-à-dire le casino avec la timba, c'est-à-dire sur la musique timba. Le casino con timba, aujourd'hui, se prête carrément à bouger son corps, à mettre des jeux de pied. Voilà, je t'engage à regarder des danseurs comme Yonar Gonzalez ou Diana Rodriguez, qui va dire que ça, c'est pas moderne, hein. Ou Dayolin, notre ami. Voilà, tout un tas de danseurs qui sont hyper modernes dans leur approche
du casino. Mais il faut faire attention de ne pas perdre le fil. Donc ça, c'est l'effet de mode. Et puis aussi, il y a aussi un effet un peu commercial qui fait que pour vendre certains cours, on met en avant des formes de danse qui ne sont pas forcément correspondantes à ce qui se danse à Cuba, qui reste encore l'endroit de référence. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, bon, on voit que la salsa a quand même un peu plus de 20 ans en France et finalement elle perdure parce qu'entre-temps, il y a eu quand même énormément, de danses qui sont arrivées, hein. On peut parler de la bachata, la kizomba, mais finalement la salsa cubaine reste là. Ouais. Je trouve ça bien. Je pense que aussi il y a ce côté festif, tu vois. Moi, j'ai souvenir, et encore aujourd'hui, hein, les gens, quand ils viennent nous voir à la guinguette, là où tu es venu nous voir, Exactement, ouais. Super euh, endroit, j'invite vraiment les gens qui veulent visiter Bayonne à aller à cet endroit parce que c'est paradisiaque. C'est vrai que c'est super sympa et quand il fait super beau, avec le fleuve, la c'est musique, prendre un verre, c'est génial, hein. c'est le Franchement, top. moi j'ai adoré. Et en fait, mais les gens qui ne dansent pas, quand ils nous regardent danser, ils disent waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais cette ambiance de fou! Et c'est vrai C'est que vrai. ils nous voient nous amuser sans prise de tête. Et en fait, c'est ça qu'ils veulent les gens, je pense, aujourd'hui. Surtout après le Covid, tu vois, on a besoin de. Les gens ont besoin de s'amuser, ouais. Exactement. Alors, vous donnez aussi vous participez à des événements, stages et cours, même dans toute la France. Vous vous déplacez aussi pour donner des cours? Oui, on est invité quelques fois sur des festivals ou des assos amis qui nous invitent ou des gens qui aiment notre travail et qui nous font venir et on partage notre passion le temps d'un week-end, le temps d'une journée. Voilà, on essaye aussi d'apporter notre point de vue tout en respectant tout le monde, hein, mais voilà, de partager ce que nous on perçoit de cette culture parce que c'est avant tout ça qu'on défend, hein, cette culture qui n'est pas notre culture d'origine. Ouais, bah, écoutez, non, c'est vraiment, super intéressant et alors la dernière chose que j'ai envie de vous demander, c'est, qu'est-ce qui pourrait donner envie à des futurs danseurs et danseuses, auditeurs, auditrices qui nous écoutent pour se lancer dans l'aventure, aller prendre, des cours, à Bayonne avec Team Bayonne, des gens qui voudraient peut-être s'installer sur la côte basque et du coup, que j'inviterais à aller, vous rencontrer. De venir essayer tout simplement, de venir tâter l'ambiance d'une soirée salsa, tu l'as dit toi-même, hein, à la guinguette ou dans plein d'autres endroits, il y a une super ambiance. Et de ne pas avoir peur parce que la méthode qu'on propose, nous, elle est hyper évolutive et elle est hyper progressive. Donc, tout le monde va y arriver. Alors, tout le monde pas à la même vitesse, tout le monde pas avec le même résultat final. Ça s'appelle l'être humain. On n'est pas tous au même endroit. Mais n'empêche que tout le monde va y arriver. Et du coup, c'est venir essayer. Et puis, vous allez vous piquer. On a encore cette année, dans les premières années qu'on a formées, c'est-à-dire les débutants de septembre dernier, ben, ça y est, on voit des vrais mordus, des passionnés. C'est les passionnés de demain, la relève. Ouais, c'est super. Et puis, si je peux rajouter une chose, c'est que nous, à Team Bayonne, en fait, il y a quelque chose auquel on tient beaucoup, c'est l'esprit familial. Et en fait, dans notre asso, si tu passes, et ben, même un jour comme toi, on dit, on a un dicton, Team Bayonnais un jour, Team Bayonnais toujours. Ben voilà. On a senti effectivement ce côté familial. Ça, alors ça, je l'ai senti tout de suite. Vraiment le côté, c'est vraiment le côté cubain, en fait. Bah, écoutez, est-ce que vous avez on arrive à la fin de l'émission, est-ce que vous avez encore un dernier mot à dire? Est-ce que vous voulez, alors soit sur votre association ou aussi partager, comment on peut vous joindre? Alors, vous pouvez nous joindre sur le site internet de l'asso, www.teambayonne.com. Tout un tas de vidéos que vous pourrez regarder pour vous faire une idée un peu de ce qu'on propose. Je tenais à dire aussi un truc que je voulais dire, c'est que dans notre asso, on est sur l'humain, sur la promotion de la passion. Et donc, du coup, on a donné la chance et tu les as rencontrés, à des élèves de un jour franchir le pas et de devenir professeur à leur tour et d'intégrer l'équipe. Donc ça, je pense que ça c'est aussi rare hein, dans des assos Ça, c'est top, ouais, ouais. de pouvoir proposer à des gens passionnés un jour ben, de passer le pas et de devenir aussi à leur tour des transmetteurs de passion. Donc je les nomme parce qu'ils sont importants dans l'équipe. Il y a Noël, il y a Séverine, il y a Elisabeth, il y a Gorka, il y a Céline. Ça, c'est une équipe qui nous aide. Ils donnent des cours à Saint-Jean-de-Luz, ils ont donné des cours à Cabreton, à Tyros. Voilà. Et puis toujours les gens de l'ombre aussi. Christiane, la trésorière, et Yo-Yo, le président. Voilà, c'est une asso, c'est une équipe. Et sans l'équipe, on ne serait pas là où on est là.
Ça fait chaud au cœur, c'est toujours, agréable à entendre, voilà, ce côté, convivial et familial. En tout cas, voilà, l'émission arrive à sa fin, donc merci beaucoup. Merci à Merci toi. Claire, Et merci à toi. merci Rico, ça a été vraiment un grand plaisir et j'ai appris beaucoup, avec vous. Vraiment, beaucoup d'informations et franchement, je reviendrai vraiment avec plaisir, à Bayonne pour, évidemment danser la salsa, Tu veux. le long du fleuve, Voilà. évidemment, à la guinguette. Ça, c'était vraiment le top du top. Somos familia. Exactement, exactement. On va finir sur cette petite phrase en espagnol. Et quant à nous, chers auditeurs et chères auditrices, eh bien, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et voilà, l'épisode est terminé. Alors, si tu veux suivre l'intégralité des épisodes en audio, je t'invite à cliquer sur le lien Podcastix en description. Sache que certains épisodes sortiront en vidéo, alors pense également à t'abonner à ma chaîne et à mettre un pouce vers le haut. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. G, 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 West.